De retour sur notre émission Racine. Donc je suis encore avec mon invité Kael. Ça va? Toujours là. Toujours là, toujours là. De l'Égypte. Avec joie, avec joie. Donc tout à l'heure assez passionnant dans ce qu'on a échangé. Donc on va revenir un peu pour parler. Dans la lignée des pharaons. Donc on a parlé de Narmer, on a parlé de Djeser, de la pyramide à degrés. Aujourd'hui maintenant on parle de Khéops. Parce que Khéops c'est celui qui va créer en fait la plus grande pyramide de l'histoire. La pyramide de Khéops fait 7 hectares de superficie. Il y a 2 300 000 tonnes de pierres. Il y a des pierres qui font 25 tonnes, qui sont à plus de 60 mètres de hauteur. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Sans te couper, oui. Sans te couper, mais c'est vrai que tout le monde se pose la question. Comment ça a pu être construit, justement? Alors je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je pense que les êtres humains ont toujours eu de l'intelligence. Et à cette époque, eh bien, ils ont prouvé par ce genre de monuments qui ont traversé le temps, parce que la pyramide de Khéops fait partie des 7 merveilles du monde. Tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une des 7 merveilles du monde qui ait traversé le temps, qui soit là aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui les jardins de Babylone, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais par contre, la pyramide de Khéops, elle est là. Elle a traversé le temps, des milliers d'années, et elle est là devant nous, pratiquement intacte, on va dire. Donc ça nous montre le savoir-faire des Égyptiens. Et effectivement, il y a des choses qui sont pratiquement incompréhensibles, parce que comme on le disait en off, par exemple, dans cette pyramide de Khéops, on a trouvé un bateau de 37 mètres dans une des chambres. Donc comment ça a pu être rentré? Est-ce que c'est rentré avant de faire la pyramide? Est-ce que c'est rentré après? Bref, il y a des choses, il y a plein de choses, plein de choses. Même les pierres, comment elles sont découpées, comment elles sont castrées, c'est extraordinaire. Donc on dit même que c'est aligné sur des constellations, que les pyramides sont reliées entre elles, même dans le monde entier. Hein. Donc, il y a tellement de choses qui dépassent l'entendement que là, je ne suis pas armé, je dirais, intellectuellement pour en parler en détail. Je dirais simplement que ça fait partie de le mystère de l'Égypte. Et puis, pas seulement de l'Égypte, parce que vous avez la même chose en Éthiopie avec des obélisques qui sont même plus grandes que celles qui sont en Égypte. Ils sont faites dans un seul roc de 300 et quelques tonnes. Vous avez des pierres qui font 500 tonnes qui bouchent des fois l'entrée des tombeaux royaux. Donc voilà, donc il y a des choses que l'être humain a réalisées dans ces temps éloignés qui dépassent l'entendement de l'homme d'aujourd'hui. On a retrouvé des pyramides aussi au Japon. Un peu partout, dans notre environnement américain, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, on trouve des pyramides. Donc il y a des endroits dans toute la planète, hein, je crois, où on en a trouvé aussi en Libye, bien sûr, des plus petites. Donc le système pyramidal, c'est un système très ancien. Et donc l'Égypte est la mère, hein, puisque la pyramide à degrés, comme on l'a dit, c'est la première de l'histoire. Et puis voilà, donc on parle de Khéops, qui a fait la grande pyramide, mais il y a 3 pyramides à Gizeh. Vous avez celle de Khéops, vous avez celle de Képhren, qui est aussi représentée avec le Sphinx. Donc, si on peut voir Képhren, le pharaon Képhren. Est-ce que c'est le fameux Sphinx qu'on parle? Voilà, le fameux Sphinx, en fait, c'est une représentation géante du pharaon Képhren. On dit que c'est lui qui est représenté là. D'accord, comme on voit. Et donc, voilà, comme on le voit là. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon ami Thuram, quelqu'un que j'apprécie, puisque c'est quelqu'un qui est assez honnête, je pense, et qui est sincère dans sa démarche. Même si, on ne se connaît pas très bien, hein. Mais je dis mon ami parce que je l'aime beaucoup. Et j'aime bien sa démarche. Et donc, il a un de ses fils qui s'appelle Képhren. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est certainement dû à ce pharaon-là. D'accord. Ensuite, vous avez Mykérinos. Est-ce qu'on peut nous passer le pharaon Mykérinos? Voilà. Mykérinos. Donc, ce sont ces 3-là qui vont faire les 3 grandes pyramides de Gizeh. Hein, Khéops, Képhren, Mykérinos. Si on va plus loin, on arrive sur Ounas. Nous voyons son tombeau ici, voilà. Et dans le tombeau d'Ounas, dans la pyramide du pharaon Ounas, qui est de la 5e dynastie, eh bien, on a trouvé les textes des pyramides. C'est-à-dire, c'est là la première pyramide où il y a les textes des pyramides. C'est celle-là, avec l'écriture hiéroglyphique, ce qu'on appelle les Medou Netcher. Eh bien, vous avez donc, les Medou Netcher, ça veut dire les paroles de Dieu. Medou, c'est les paroles, et ça veut dire bâton aussi. Et Netcher, c'est Dieu. Donc, les paroles de Dieu. Et donc, dans cette pyramide, Ounas, vous avez les premières
textes des pyramides. C'est les plus anciens textes religieux du monde. Et donc, tous les autres textes s'en inspirent d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, là, vous avez Ounas et les textes des pyramides. Ensuite, vous avez d'autres pharaons tels que Pépi. Pépi 1, Pépi 2, donc voilà Pépi par exemple, ce sont des pharaons aussi dans lesquels, dans leur tombeau, vous avez aussi les textes des pyramides à la 6e dynastie. Oui, tu allais dire quelque chose. Vu que toi tu as été en Égypte et que tu as été sur place, tu as vu par tes propres yeux, déjà de 1, est-ce que tu sais lire les hiéroglyphes? Alors, je n'aurais pas l'avantardise de dire que je sais lire les hiéroglyphes dans leur ensemble, parce que c'est extraordinaire. Mais j'ai fait comme on appelle, une initiation, on va dire, aux hiéroglyphes. C'est-à-dire que je me suis intéressé à cela. Donc, je sais déchiffrer pas mal de choses, de petites choses. Je sais en tout cas comment fonctionne l'écriture hiéroglyphique à partir de ce qu'on m'a appris et à partir de certains bouquins aussi qui sont accessibles. D'ailleurs, il y a un grand égyptologue africain qui s'appelle Yoporika Sommet qui a écrit un livre sur les hiéroglyphes. Et donc, j'utilise aussi son livre. Donc, voilà. Et donc, il y a une manière de lire les hiéroglyphes. Un jour, on pourra faire une émission sur les Medunetchers. Parce que j'anime aussi, chaque semaine, dans le cadre de Racine, une initiation au Medunetchers. Donc j'ai des élèves à qui j'apprends à lire les hiéroglyphes. Mais jusqu'à un certain niveau. Parce que moi-même, je ne suis pas dans l'excellence de la lecture des hiéroglyphes. Par contre, si par exemple quelqu'un en Guadeloupe voudrait peut-être avoir une petite base. Je suis partant. Je peux lui transmettre, oui, vous pouvez me contacter et je peux l'aider à entrer dans ce monde mystérieux des Medunetchers. Voilà. Super. Voilà. Donc là maintenant, il y a ce qu'on appelle la première période intermédiaire. Il y a plusieurs périodes. Il y a l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire. Les égyptologues ont défini les choses comme ça. D'ailleurs, on dit empire. Il n'est pas sûr que l'Égypte ancienne soit impériale dans le sens où elle n'était pas impérialiste. Elle n'allait pas aller attaquer d'autres peuples pour élargir son espace vital, etc. Donc ce sont des terminologies occidentales qui, en fait, ils ont transplanté, je dirais, leur façon de voir les choses sur l'Égypte. Bref, donc ils ont fait 3 périodes, l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Entre chacune de ces périodes, il y a ce qu'on appelle des périodes intermédiaires, qui sont des périodes où le pouvoir a été mal géré, où il y a eu des invasions, des choses comme ça. Donc on fait des sauts. Là, on était à la 6e dynastie. On revient maintenant le Moyen Empire, on était dans l'Ancien Empire. On revient maintenant dans le Moyen Empire avec des gens comme Mentuhotep II. Si on a une photo de Mentuhotep, voilà, Mentuhotep II. Donc, vous voyez bien qu'ici, si on peut dire, ils sont tous pareils, mais si on se base sur Mentuhotep II, par exemple, on voit bien que c'est un nègre typique. Tout à fait. Ben, vous voyez que les égyptologues en Occident, ils continuent à douter de sa négritude, et ils vous disent que non, vous voyez sa peau noire parce que les gens ont brûlé de l'encens et ça a fait ça a noirci sa peau. Alors, la question bête, c'est de dire, mais et pourquoi les vêtements n'ont pas été noircis? Pourquoi c'est seulement les mains et le visage et que les vêtements sont restés blancs? Donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Après, on va dire, ouais, mais c'est parce qu'il est mort, c'est pour montrer qu'il est mort, machin. Enfin, ils vont trouver toutes sortes d'explications pour essayer de nier la négritude des anciens Égyptiens. Et c'est très important. Pourquoi nous parlons de l'Égypte ancienne? C'est aussi parce que c'est une civilisation négro-africaine. Ça, il faut le savoir. Et je pense que l'erreur qui a longtemps traîné de le faire passer pour des Européens avec des gens comme Charlton Heston ou bien Yul Brynner qui faisaient leur rôle avec Hollywood, c'est fini. C'est fini. Le mensonge ne doit plus durer aussi longtemps. Aujourd'hui, il est certain, sûr, et on peut se baser avec certitude là-dessus. On a les images, on a les textes, on a tout. Tout nous prouve qu'il s'agit bien de Noirs africains. Et Mentuhotep en est une illustration, je dirais, assez frappante. Voilà. Donc il y a aussi Sésostris Ier, qui vient ensuite. Voilà, le Sésostris Ier, qui est un grand pharaon, qui avait aussi une grande armée. Vous avez Amenemhat, il y en a plein d'autres. On va arriver directement dans la 18e dynastie. Maintenant, on va faire un saut encore. On va sauter une période intermédiaire. Et on va arriver avec Akhenaton. Akhenaton. Qui était Akhenaton? Voilà. Alors Akhenaton, c'est un pharaon particulier dans l'histoire de l'Égypte, parce que c'est quelqu'un qui a voulu réformer la religion égyptienne. Jusqu'avant lui, c'était le culte d'Amon qui était, je dirais, favorisé. C'était un culte avec beaucoup de dieux aussi qui étaient associés.
il y avait tout un rituel, il y avait une prêtrise d'Amon, il y avait, bon, voilà, c'était une très très grande religion forte qui s'était développée à travers les siècles. Et lui, maintenant, Akhenaton vient avec une réforme. Il estime qu'il y a un Dieu unique qui s'appelle Aton, et dont il est le serviteur et pratiquement le médiateur. C'est-à-dire qu'avec lui, Aton et lui se connaissent, il est le fils d'Aton, et donc il peut transmettre des choses d'Aton directement aux hommes. D'accord? Je résume. Hein. Et donc, il y aura un contentieux énorme entre les Atoniens et les Ammoniens, si on peut dire. Et donc, il y aura une sorte de conflit qui va se solder par le fait que Akhenaton va essayer de mettre fin en tout cas de perturber le culte ammonien. Et lorsque ça va échouer, puisque ce ne sera pas un pharaon qui va développer énormément son pays, il sera plus dans la spiritualité, mais pas assez dans le concret. On lui a reproché cela. Et donc c'est son fils, en fait, Toutankhamon. Il s'appelait d'abord Toutankhaton, mais on va changer son nom. Il va changer son nom parce qu'il va retourner au culte d'avant son papa. Et donc, il va retourner à Amon. Donc, de là, il va remettre en place les choses anciennes. Et donc, de là, la réforme attonienne, elle va durer que pendant la période d'Akhenaton, en fait. Hein, ça ne va pas durer sur des milliers d'années. C'est simplement lui qui va marquer un temps. Et de lui, on a gardé un texte très important qui s'appelle l'Hymne au soleil d'Akhenaton. Et quand on compare ce texte au psaume 104 de la Bible, on s'aperçoit qu'il y a vraiment, que c'est très similaire. Sauf que le psaume 104, il a 400 ans après l'hymne au soleil. Donc ça nous montre qu'il y a eu des influences égyptiennes très fortes sur les textes bibliques. Donc ça aussi, c'est voilà. Donc il y a cet héritage égyptien qui passe à travers le judaïsme, le christianisme, etc. Et surtout le christianisme qui va être un peu l'enveloppe dans laquelle beaucoup de choses de l'Égypte ancienne vont se retransmettre et vont revivre sous une autre forme, ou en tout cas vont être transformées. Il y en a qui vont parler de plagiat, de vol. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique, mais plutôt dans une sorte de transmission ou de la vie. Hein, c'est comme ça, hein, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, je pense qu'il y a eu des échanges, il y a eu des connexions et il y a eu des interprétations nouvelles, etc. Donc bref, nous arrivons à Akhenaton. Maintenant, nous pouvons aller un peu plus loin avec Toutankhamon. On va le voir à l'instant à l'image. Voilà, Toutankhamon, c'est un pharaon célèbre parce qu'on a retrouvé son tombeau avec beaucoup de trésors dedans, dont son masque en or, etc. C'était un très jeune pharaon, 18 ans je crois, et donc il a eu le temps, très peu de temps d'avoir beaucoup de richesses. On se demande si on avait trouvé tout ce qu'il y avait dans le tombeau de Khéops ou d'autres, quelles auraient été les richesses. Bon, en tout cas c'est une des tombes les mieux préservées. Et voilà, Toutankhamon est passé à la postérité comme étant le pharaon pratiquement le plus connu de Est-ce qu'il est resté quand même, est-ce qu'il a vécu quand même assez longtemps? Non, très peu de temps, 18 ans. C'est Toutankhamon, non jeune. Donc, c'est pas quelqu'un qui a eu le temps de régner longtemps et d'impulser un programme extraordinaire sur l'Égypte. Vous avez des pharaons tels que Ramsès II qui ont vécu, qui ont régné pendant plus de 60 ans. Donc, eux, ils ont eu le temps de faire des choses comme Karnak, etc., Abou Simbel, rénover des temples, en construire de nouveaux. Tandis que lui, il a très peu vécu. Hein? Voilà, 18 ans, c'est rien. D'accord? Donc, on arrive à Ramsès II, par exemple. Voilà, Ramsès II, lui, il a construit un monument qui s'appelle Abou Simbel, où vous avez des statues de lui, d'ailleurs, qui font plus de 20 mètres. Et puis, c'est un monument extraordinaire que j'ai eu la grâce de visiter. Et donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, pareil, ça n'a pas bougé jusqu'à présent? Alors, ça a été menacé parce qu'ils ont fait un truc pour le fleuve. Ils ont fait comment on appelle ça? Bref, ça va me revenir, le mot m'échappe. Mais ça a été mal fait et ça a menacé l'existence de ce temple-là. Donc, un barrage, voilà. Donc, le barrage
du Nil a été mal fait. Enfin, les eaux menaçaient de détruire. Donc, il a fallu le reconstruire à l'identique un peu plus loin. Donc, il a été démonté et remonté, enfin, etc. Ça a coûté des milliards. Mais aujourd'hui, donc, le temple est reconstruit. Vous pouvez le visiter. Et donc, moi, je suis allé là-bas à Abu Simbel. C'est extraordinaire. Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez la 25e dynastie. C'est la dynastie dite éthiopienne. Donc, c'est une dynastie qui va régner à la fois sur l'Égypte et sur la Nubie. Et donc, vous verrez, on peut passer l'image suivante de Shabaka, Taharqa, par exemple. Voilà. Donc, si vous regardez bien sa coiffe, vous verrez qu'il y a 2 serpents. Et non pas un comme sur les autres pharaons. Les pharaons d'Égypte, ils ont un seul serpent. Voilà. Tandis que le serpent a une grosse signification aussi. Voilà, voilà, tout à fait. Comme on disait tout à l'heure. On revient, voilà, la Kundalini, etc. Bon, bref. Donc là, vous avez le double serpent, c'est-à-dire qu'il règne à la fois sur l'Égypte et sur l'Éthiopie. Et sur l'Éthiopie, ok, voilà, d'accord. Donc c'est une dynastie particulière qu'on appelle la 25e dynastie. Et cette dynastie-là, il y a eu plusieurs rois, il y a Pianki, il y a Shabaka, il y a Shabataka, il y a Taharqa, il y a Tanoutamon. Et ces rois-là, eh bien, vont diriger à la fois l'Égypte et l'Éthiopie. Voilà, ils ont chassé des envahisseurs, ils se sont installés, ils ont remis un peu d'ordre, et puis ensuite, eux-mêmes ont dû se retirer, etc. C'est une vaste histoire. Je pense que notre temps est arrivé. En tout cas, avant peut-être de terminer, est-ce que tu as une petite anecdote, toi qui as voyagé justement en Éthiopie et aussi en Égypte, une anecdote à nous raconter, à nous dire justement par rapport j'en ai des milliers. Enfin, alors, parce que c'est vrai qu'on est resté, on était vraiment dans le côté un peu école, c'est vrai. Alors pour ce qui est de l'Égypte, bon, moi je suis allé en Égypte, c'était en quelle année? Je ne me rappelle même pas, c'était en 92. C'était pendant la période de la guerre du Golfe. Me semble à peu près par là. Ouais. Donc je suis allé et j'étais enchanté parce que déjà en arrivant, le climat, c'est un peu comme ici, c'est très chaud quand même, c'est plus chaud. Mais il y a des palmiers, il y a tout ça, donc on ne se sent pas forcément dépaysé. On est en Afrique, hein. L'Égypte, c'est en Afrique. Et puis, donc c'est l'Afrique du Nord. Hein. Et lorsque vous arrivez là, eh bien, vous avez le Nil. Donc moi, j'ai fait une sorte de petite croisière sur le Nil. Est-ce que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a le Nil blanc et le Nil bleu? Ils sont ni blancs ni bleus. Hein. On dit Nil blanc, Nil bleu, mais bon... C'est façon de parler. C'est façon de parler. Il n'y a pas de couleur particulière. Mais donc, on était sur le Nil. Et ensuite, je suis allé donc visiter la vallée des rois, Karnak, Abu Simbel, tous ces endroits-là qui sont extraordinaires, jusqu'en Nubie, à Komombo. Voilà, dans des endroits incroyables. Et donc, des anecdotes, bon, je ne sais pas, j'en ai des milliers. Hein, tu es allé visiter un tombeau, moi, ce qui m'a marqué, on en parlait tout à l'heure en off, ce qui m'a marqué, c'est par exemple, dans la vallée des rois, la précision avec laquelle sont écrits les hiéroglyphes, les Medunetcher. À même le mur et des fois même en relief. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris comment ils ont pu faire ça avec autant de rigueur, de précision et d'art. Parce que c'est beau aussi. C'est beau. Voilà. Donc ça m'a beaucoup marqué. Bien sûr, la taille géante de certains monuments. Le gigantisme, comme on dit. De certaines statues. Donc ça, c'est aussi impressionnant parce qu'ils n'ont pas fait les choses en petit. il y a cela. Et puis voilà, ça c'est pour l'Égypte. Pour l'Éthiopie, je crois qu'on en a parlé, on va en reparler, mais en Éthiopie, c'est très très vaste aussi. Moi, je suis un fanatique aussi de l'Éthiopie, la mer de l'Égypte. Et l'Égypte, la mer de la Grèce et de Rome. Donc, en fait, tout vient de l'Afrique. Hein. Et d'ailleurs, si nous avons des amis africains du continent qui écoutent cette émission, je profite pour saluer, parce que aussi aux Antilles, nous pensons au continent. Et c'est notre histoire, c'est de là où nous venons. Et donc, c'est pourquoi nous avons entamé toutes ces recherches sur notre continent d'origine. Et c'est là où nous nous sommes aperçus que nous avons une histoire très riche qui ne s'arrête pas simplement à l'esclavage. Parce que souvent, aux Antilles, on fait commencer notre histoire qu'à partir de l'esclavage. Le bateau négrier, nanana. Mais avant cela, c'était comme si on n'avait jamais existé. Or, en fait, on avait des empires, on avait des choses extraordinaires qu'on avait mises en place en Afrique avant l'arrivée de l'Occident. Donc, c'est très important de revenir aussi sur cette ancienneté de l'histoire africaine. Tout à fait. Voilà. Moi, je suis tout à fait pour. Et en tout cas, aujourd'hui,
tu m'as rempli de pas mal de connaissances. Merci. Donc il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai découvert. On n'a pas fini. Donc, non, comme je l'ai dit, ça va tellement vite. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aller en détail, mais on prendra le temps. Petit à petit, justement. Voilà, on fera peut-être une spéciale Medoune Chair, par exemple. C'est ça. OK. Donc, pour nous suivre, vous pouvez aller sur etv.gp et aussi nous retrouver sur ETV, sur Free et SFR. Donc, j'étais avec le professeur Guy Tyrolien. KL. Et non pas Raël. Et KL. Raël, c'est autre chose. C'est clair, c'est clair. Donc, KL. Et donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.